Ghislaine Leclerc. Voilà une femme qui avait beaucoup d'entrain à la tête de sa petite entreprise de cartes postales et surtout de sa famille, 3 grandes filles qu'elle adorait. Ghislaine Leclerc aimait aussi la danse et les hommes. Des maris, elle en a eu 3 et elle cherchait encore l'amour quand elle a été assassinée. Alors par qui? Son premier mari, un homme au lourd passé judiciaire, son 3e mari qui lui devait beaucoup d'argent, un amant ou un membre de sa famille qui cachait un gros secret. La mort de Ghislaine Leclerc, c'est une affaire à rebondissement jusqu'au dernier jour devant la cour d'assises. Samedi 28 août 2010, dans un petit village de l'Ain. Jean-Paul Pelletier dîne avec 2 de ses filles, l'aînée qui a 31 ans et la plus jeune, Emeline, qui en a 17. Elles sont venues passer quelques jours de vacances chez lui. Mais l'ambiance est pesante. Ghislaine, la mère de 2 filles, aurait dû arriver en fin d'après-midi pour leur rendre une petite visite. On l'a jamais vue. Donc on a commencé à s'inquiéter parce que elle aurait eu un imprévu, elle nous aurait prévenu. Elle était du genre à prévenir à chaque fois qu'elle s'arrêtait sur l'autoroute. Elle appelait toujours ses filles très souvent, et puis là, il n'y avait pas d'appel, rien. Et bon, c'est vrai que j'ai essayé de faire de sorte qu'elle ne s'inquiète pas trop, quoi. Parce que je dis, bon, peut-être qu'elle fait ceci ou elle fait cela, enfin, qu'elle ne peut pas appeler. Le dimanche matin, le téléphone de Ghislaine sonne toujours dans le vide. On essaye de joindre les hôpitaux, les pompiers, la gendarmerie, pour savoir s'ils ont des nouvelles, s'il y a eu un accident, si elle aurait pu avoir un accident sur la route, par exemple. Et puis, rien, donc on commence vraiment à s'inquiéter. Et on a décidé d'aller voir directement là-bas le lendemain. J'avais la clé de la maison et je dis, bon, j'ai une clé, on y va. Ghislaine vit à une centaine de kilomètres de chez Jean-Paul. Ils sont séparés, mais ils sont restés en très bons termes, et Jean-Paul connaît bien les lieux. La famille arrive à Volèvre, en Saône-et-Loire, en fin de matinée. On a été surpris, c'est qu'en voyant par-dessus la haie, on voyait les fenêtres du haut qui étaient ouvertes. Et comme elle était censée ne pas être là, mais c'était pas normal, quoi. J'étais à peine arrivé dans la cour, et Emeline, elle a sauté de la voiture et elle est partie à la porte d'entrée, quoi. Jean-Paul ouvre la porte. Je me suis précipitée à l'intérieur. Et je suis allée voir j'ai jeté un coup d'œil dans la cuisine. Elle n'était pas et j'ai fait demi-tour pour aller voir dans sa chambre. Et je l'ai trouvée là. Elle était couchée par terre. Et du coup, je suis allée prendre le téléphone et j'ai appelé les pompiers. Mais mon papa, il m'a dit, c'est pas la peine d'appeler les pompiers. Il faut appeler les gendarmes maintenant. Je suis ressorti pour dire à ma fille aînée que sa maman était décédée. Il faut aussi appeler Estelle, la cadette. Elle doit les rejoindre le plus vite possible.
Estelle Pelletier, vous êtes la fille cadette de Ghislaine et vous apprenez sa mort par téléphone. Oui, absolument. Ma grande sœur m'a appelée le matin en me demandant de m'isoler et de m'asseoir pour me prévenir que maman était morte. C'est très, très dur. Alors, je lui ai bien sûr demandé comment, tout de suite, après avoir réalisé qu'elle ne me faisait pas de farce, bien sûr. Et elle m'a dit qu'apparemment, elle aurait été abattue, mais qu'elle n'en savait pas plus. Donc vous avez su tout de suite qu'elle avait été... On a su tout de suite que c'était une mort violente et donnée par quelqu'un d'autre. À ce moment-là, vous habitez loin, qu'est-ce que vous faites? Ben, je suis montée dans le premier train que j'ai trouvé. Vous habitez où à ce moment-là? J'habite dans le sud. Le soir même, vous étiez auprès de... Le soir même, j'étais auprès de ma famille et entendue par les gendarmes. Au moment de la mort de votre mère, la famille est très dispersée. Votre mère habite en Saône-et-Loire, votre père dans l'Ain, et vous, les sœurs? On est aussi très, très dispersés. Donc, il y en a une qui habite en Alsace, moi dans le sud, et ma petite sœur qui était confiée à ma grande sœur et qui aussi était chez mon père et chez ma mère pendant les vacances. Et pourquoi elle était chez votre grande sœur, Emeline? Pour sa scolarité. Elle était dans une école privée qui avait comme but de faire valoir l'art et aussi le développement, de respecter le développement de l'enfant. Ce qu'on appelle une école Steiner, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. Vous aviez une grande différence d'âge avec vos deux sœurs? Avec ma grande sœur, on n'a que 2 ans, et avec ma petite sœur, j'ai 12 ans d'écart. C'est une petite dernière. Vous étiez proche de votre mère, vous et vos sœurs? On était très proches de notre maman, oui. C'était très fusionnel. On s'appelait tout le temps pour des bonnes ou des mauvaises nouvelles. On était en lien permanent. C'est une mère protectrice. C'est une mère qui nous a tout donné. Maman m'a écrit une petite carte postale un jour et ce qu'il y avait dessus, c'était... Elle a écrit « Avec tout mon amour, ma chérie, ma confiance, mon soutien ». C'était ça, ma maman, pour moi. C'est ce que j'ai plus aujourd'hui. Les gendarmes commencent les constatations. Tout d'abord, sur la scène de crime. La victime est retrouvée devant son lit, face à la porte d'entrée. Elle est affalée sur le côté gauche, en pyjama, elle a ses lunettes. Le lit est partiellement défait d'un côté. On retrouve aussi des vêtements sur l'autre moitié du lit. Les volets de la chambre sont fermés, la lampe de chevet est allumée. On sait que c'est une dame qui se couchait habituellement assez tard. Vraisemblablement, elle a été surprise alors qu'elle était en train de se coucher, qu'elle allait se coucher, en tout cas dans la nuit. Il y a une large flaque de sang tout autour du corps de la victime qui a perdu une très grande quantité de sang et il y a des traces de sang dans le couloir devant la porte d'entrée de sa chambre. Et à côté du corps... Les enquêteurs vont retrouver sur place des étuis, des munitions qui ont été percutées. On va retrouver dans le corps et aussi hors du corps les balles qui ont été percutées. 4 balles, mais pas d'armes. Dans le reste de la maison, tout semble parfaitement normal. Il n'y a pas de traces d'effraction, il n'y a aucun signe de fouille qui ferait penser qu'un cambrioleur ou un voleur se serait présenté au domicile. Pourtant, un détail a sauté aux yeux de la famille. Dans le salon, j'ai vu son sac qui était par terre, avec des affaires autour étalées. On retrouve dedans 200 € en liquide, ses 2 cartes bleues, son téléphone, donc rien ne semble avoir été volé. Les vérifications ultérieures confirmeront qu'il n'y a pas eu de vol ce jour-là. Dans la maison, à l'extérieur, les gendarmes ne relèvent aucune empreinte suspecte. Des prélèvements ADN vont être effectués sur une grande partie de la maison. La scène du crime, la chambre, les traces de sang, les gouttelettes de sang
devant l'entrée de la chambre dans le couloir. Aucun ADN masculin ou féminin autre n'est relevé. Les enquêteurs ont écouvillonné l'intérieur des tuyaux d'évacuation pour rechercher si quelqu'un avait pu éventuellement se laver les mains pour avoir été taché de sang. On n'a rien retrouvé. Et puis la porte d'entrée était fermée à clé. Les filles nous expliquent que le soir, leur mère verrouille la porte. Au moment de la découverte du corps, elle est verrouillée puisque c'est Jean-Paul Pelletier qui ouvre cette porte. C'est dans une haie du jardin que les gendarmes découvrent un trousseau de clés. Celui de Ghislaine. Son agresseur a manifestement pris soin de refermer la porte. C'est quelqu'un qui prend le temps de partir et de verrouiller. Donc qui n'est pas dans l'urgence, qui n'est pas dans la panique et qui a quand même cette réaction d'aller fermer la porte à clé. Voilà, on n'est pas sur un geste qui semble totalement fou, où quelqu'un va ensuite prendre la fuite dans une sorte de perte de contrôle. Dominique, Ghislaine Leclerc a été exécutée et l'autopsie le confirme. Oui, elle a reçu 4 balles, Frédéric, 4 balles qui ont toutes été tirées de face, 3 qui sont ressorties, une qui est restée dans le corps. On a tiré sur elle de près, voire de très près. 2 balles dans le cou, une ici à gauche, une à droite, qui est verticale, qui descend, une balle sous la clavicule gauche et une au-dessus du nombril. 2 de ces balles sont mortelles. Celle qu'elle a reçue ici, au niveau du cou, un peu sous l'oreille, qui a donc une trajectoire descendante et qu'on va retrouver à l'intérieur du thorax. Elle est descendue, elle a percé le poumon droit et on la retrouve dans le sein droit. Et puis la deuxième plaie mortelle, eh bien, c'est la balle qu'elle a reçue sous la clavicule gauche, qui a perforé le poumon gauche, les 2 lobes du poumon, provoquant un hémothorax aussi à droite. Donc la mort est provoquée par une hémorragie massive, hémothorax et arrêt du cœur. Est-ce qu'on sait quand elle est morte? Le médecin légiste dit simplement la mort remonte aux dernières 48 heures, mais rien de précis. Et l'arme? On sait quelle arme a tiré? Oui, on sait quelle arme a tiré parce que les gendarmes disposent de 4 douilles, 4 étuis qui sont retrouvés sur place. Les douilles, ce sont des douilles de calibre 9 mm. C'est du 9 mm court. C'est du 9 mm qui est tiré par une arme ancienne, c'est ça, un Beretta de 1934 qui tire donc ces munitions assez spéciales. C'est une arme peu commune, c'est une arme de collectionneur. Et ce que vont faire les gendarmes, eh bien, ils vont aller voir tous les collectionneurs qui possèdent et qui ont déclaré une arme de ce type. Il y en a 112 en France, ils vont tous les rencontrer, faire des expertises sur les armes de ces collectionneurs et aucune de ces 112 armes n'est l'arme du crime. Les gendarmes vont également fouiller dans la région les étangs, les rivières, les points d'eau, sonder, envoyer des plongeurs, on ne retrouvera jamais l'arme du crime. Découverte dimanche du corps d'une femme de 57 ans à Volèvre en Saône-et-Loire. L'autopsie a confirmé que la victime avait été tuée de plusieurs balles tirées avec une arme de poing. Personne n'a rien entendu. On a dans le voisinage personne qui ne signale des coups de feu. Personne n'a remarqué la présence d'individus suspects. Madame Leclerc est assez peu connue. Elle est arrivée dans la région 3 ans auparavant. Elle connaît quelques amis sur place, mais très peu. Les gens du voisinage, elle les connaissait pas trop, mais elle s'entendait bien avec. Dans le lotissement, personne n'a croisé Ghislaine depuis plusieurs jours sans s'en étonner. Seul, un voisin se souvient l'avoir aperçue chez elle en début de semaine. Il l'a vue sur la terrasse en train de dîner avec un individu d'une 40aine d'années qui serait arrivé en taxi. C'était le 23 août, 6 jours avant la découverte du corps de Ghislaine. Mais sa fille aînée apporte très vite une explication aux gendarmes. Il s'agit sûrement de son compagnon à elle. Ce jour-là, il est passé emprunter une voiture à sa belle-mère. Le gendre de Ghislaine confirme. C'est bien lui qui a dîné avec elle. Il est arrivé vers 18 h et il repart vers 21 h
en récupérant ce véhicule qui va lui servir à rentrer chez lui en Alsace. Et il indiquera qu'il n'a plus quitté l'Alsace jusqu'après l'annonce de la découverte du corps. Depuis, plus personne n'a vu Ghislaine. Mais elle a donné de ses nouvelles à ses filles. La famille nous indique que le dernier contact téléphonique direct avec elle, c'est le jeudi 26 août vers 18h. Elle m'a parlé qu'elle était contente parce qu'elle faisait de la danse, que ça lui avait vraiment fait du bien. Et elle la sentait très heureuse de ça. Ensuite, Ghislaine a passé encore de nombreux coups de téléphone jusque tard dans la nuit. Et puis, plus rien. Les vérifications sur ces différentes lignes téléphoniques montrent que le dernier appel émis par la victime depuis sa ligne fixe est le 27 août à minuit 6. Il n'y a plus aucune activité sur aucune de ces lignes. Ce qui est un élément inquiétant puisque c'est quelqu'un qui utilise beaucoup le téléphone, qui appelle ses proches, qui appelle les membres de sa famille. Tous ces éléments nous amènent logiquement à penser qu'elle est décédée après minuit 6, le 27 août 2010. Qui pouvait tant vouloir à cette femme? Les gendarmes fouillent la vie de Ghislaine Leclerc et découvrent très vite plusieurs pistes. Ghislaine Leclerc dirigeait une petite entreprise d'édition de cartes postales qu'elle avait créée 10 ans plus tôt. Une activité modeste qu'elle menait de chez elle. Elle travaille dans la société qu'elle a avec l'une de ses filles. Elle fait des salons, elle est férue aussi de tout ce qui est développement personnel, bio. C'est une chef d'entreprise, petite entreprise, hein, mais c'est une femme extrêmement dynamique, qui est gaie, qui a beaucoup de relations sociales, et oui, une femme vraiment de caractère. Ouais, elle bougeait aussi beaucoup pour voir ses amis. Enfin, disons qu'elle arrivait à lier le travail et la vie personnelle. Ouais, elle était dynamique et elle faisait plein de choses tout le temps. Elle avait une énergie à revendre. Ouais. Beaucoup d'amis, des relations professionnelles, une femme très appréciée. C'est une femme sans histoire qui est décrite comme une femme aimant la vie. Elle aime danser, elle fréquente des bals folk, des lieux de danse. C'est quelqu'un qui voulait toujours rendre service, ça. C'est même à ses dépens des fois. Elle avait le cœur sur la main. Ghislaine, c'était une 68arde qui n'avait jamais descendu de ses barricades. Elle était un peu utopiste, oui. Tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil. En 1976, Ghislaine a rencontré Jean-Paul Pelletier. Ils se sont mariés 2 ans après et ils sont restés ensemble pendant plus de 20 ans. Quand ils se sont séparés, Emeline, la petite dernière, avait 3 ans. Mais les liens sont toujours restés très forts entre eux. C'est une famille très unie, effectivement, beaucoup d'échanges, notamment entre la maman et les 3 filles, mais également le papa très présent également au sein de la famille. À titre d'exemple, quelques jours avant l'assassinat de Ghislaine Leclerc, Jean-Paul Pelletier réalisait encore des travaux de terrassement à son domicile. Oui, on est resté en bons termes. Ce qu'on voulait surtout, c'était qu'Emeline puisse, malgré cette difficulté-là, se sentir le mieux possible, quoi. Qu'elle n'est pas trop, qu'elle soit pas trop perturbée par ça. Donc, effectivement, si on se bouffe le nez, ça aide pas. Elle était toujours tendre, attentive avec moi. Elle voulait toujours toujours faire des choses. C'est pas pour que je sois bien. Elle voulait me faire plaisir. Juste avant sa mort, Ghislaine était d'ailleurs très heureuse. Elle allait pouvoir passer plus de temps avec Emeline. Sa petite dernière
devait quitter son école en Alsace pour revenir vivre chez elle. Ça faisait plus de 7 ans que j'étais pas avec elle. Et là, on avait décidé de se retrouver. On s'était fait une organisation pour que ça roule, toutes les deux. C'est dans le passé de Ghislaine que les gendarmes découvrent un personnage inquiétant, son premier mari. Elle a été mariée très jeune, à l'âge de 18 ans, avec un individu dont elle s'est séparée et dont elle a divorcé également au bout de quelques années seulement. Ghislaine le craignait, elle l'avait souvent dit à ses proches. Et les gendarmes découvrent qu'elle avait des raisons. Cet homme a des antécédents judiciaires graves puisqu'il a été jugé et condamné par la cour d'assises. Condamné pour un double meurtre. Après son divorce avec Ghislaine, l'homme s'est remarié et un soir, il a tué les parents de sa deuxième épouse. Elle en avait peur. Comme elle avait témoigné contre lui, elle se posait des questions, quoi. Il était sorti de prison, hein, et bon, il avait purgé sa peine, tout, mais elle en avait peur quand même. Elle avait peur de ses réactions, oui. Le suspect idéal. Depuis sa sortie de prison il y a près de 15 ans, l'homme vit en Lorraine, à plusieurs centaines de kilomètres de Volèvre. Les enquêteurs, forcément, vont s'intéresser à cet homme. Il s'avère très rapidement qu'il n'a plus aucun contact avec la victime depuis de très nombreuses années. Il explique aussi qu'il n'en a jamais voulu à Ghislaine. Les gendarmes vérifient, il n'a pas quitté la région au moment des faits. L'homme est mis hors de cause. Un meurtrier dans la vie de la victime, la piste était trop belle. Mais la déception des gendarmes est vite balayée, car Ghislaine avait un petit secret. Sans le dire à ses filles, Ghislaine cherchait l'amour sur Internet. Ghislaine Leclerc était très active sur les sites de rencontres Internet. Elle en fréquentait plusieurs. On sait qu'au cours de l'année 2010, elle a rencontré plusieurs messieurs avec qui elle a pu avoir des relations intimes. Je lui ai dit ma façon de penser. C'était assez olé olé. J'ai dit qu'une fois de plus, elle faisait que des conneries. Ces rencontres sur Internet, là, bon, on peut rencontrer le meilleur, mais on peut rencontrer le pire aussi, quoi. À mon avis, elle se mettait en danger. Mais Ghislaine n'était pas du genre à se laisser impressionner. Elle a continué à faire des rencontres et à les raconter à son meilleur ami. J'étais au courant de tout. Tiens, j'ai rencontré un type, bon, et puis après, j'avais droit aux commentaires, hein. Pouf, il valait rien, j'ai tombé sur une brêle, pouf, on n'avait rien à se dire, enfin tout. Et si Ghislaine était mal tombée? Denis se souvient que 2-3 jours avant sa mort, elle lui avait parlé d'un de ses nouveaux contacts sur Internet. Elle m'avait dit, écoute Denis, il y a un mec qui m'a branché, j'ai rendez-vous, mais je sais pas où c'est que je vais. Je te laisse le numéro de téléphone du gars. S'il m'arrive quelque chose, elle le sentait pas, elle m'avait prévenu, elle m'avait donné le numéro de téléphone du garçon en question. Et elle va ensuite, après l'avoir rencontré le 25 août, pouvoir dire à son confident voilà, que tout s'est bien passé. Mais cet homme est quand même la dernière personne à avoir vu Ghislaine vivante. Les gendarmes l'entendent, vérifient son emploi du temps et le mettent finalement hors de cause, comme tous ceux que Ghislaine a rencontrés sur Internet. La piste de l'amant pervers ne mène nulle part. Les gendarmes se concentrent alors sur le troisième mari de Ghislaine, Driss, avec lequel elle est en instance de divorce. Tout a commencé en janvier 2004. Elle était en vacances à Djerba, en Tunisie. Lui était serveur dans l'hôtel où elle séjournait. Il lui a proposé des excursions, des virées en mer. Ils ne se sont pas quittés de la semaine. En revenant de voyage, elle m'a dit j'ai rencontré quelqu'un, oui. Et après, on est allé le voir. Et
j'ai compris qu'ils s'aimaient. Elle rentre toute fière d'elle, et puis elle me dit « Ah, j'ai rencontré quelqu'un. » « Ah bon ?» Puis comme je connaissais Ghislaine, je lui ai dit « Au moins, est-ce qu'il est libre ?» Elle me dit « Ah oui, pour être libre, il est libre de chez libre. » « Ah bon ?» Je dis « C'est bien. » Puis quand elle m'annonce son âge, j'ai dit « Elle est folle. » Driss a 26 ans, Ghislaine 51. Elle retourne régulièrement le voir en Tunisie et très vite, le couple décide de vivre ensemble. Mais Ghislaine ne veut pas quitter ses filles, son entreprise. Alors la solution, c'est le mariage pour que Driss puisse avoir un titre de séjour en France. Il se marie au bout de 5 mois. Mais son mari ne va arriver en France que l'année suivante. Et visiblement, c'est un coup de foudre, au moins du côté de Ghislaine, qui est au départ très éprise. Elle était très, très amoureuse de cet homme-là. Elle y croyait vraiment. Elle était fonceuse. Et je pense qu'elle croyait que lui, il pouvait l'aimer autant qu'elle l'aimait. Ghislaine et son jeune mari s'installent à Volèvre. Elle veut qu'il ait un métier. Elle voulait qu'il avance, elle voulait... moi je pense qu'elle a tout fait pour le construire, ce garçon. Elle paye une formation de cuisinier à son jeune mari tunisien. Et ce mari se sent très bien à partir du moment où il commence à être un petit peu indépendant financièrement. En 2007, Driss trouve un emploi à Lyon. Il ne rentre à Volèvre que les week-ends. Il s'émancipe, se fait des amis. Ghislaine n'a plus vraiment confiance. Mais elle s'accroche à son histoire. Ce qui attirait beaucoup Ghislaine par rapport à son troisième mari, c'était ses prouesses sexuelles. Voilà. Elle me l'avouait franchement, elle me dit « Fais que des conneries, mais il tant qu'il me touche, je dis plus rien. » quoi. Bon, ce charmant jeune homme lui disait « Avec ma baguette magique, vous imaginez ce que c'est, je te fais faire ce que je veux. » Voilà. Où c'est que ça s'est gâté? C'est qu'a priori, ce jeune homme ne devait pas être très clair, puisque d'après Ghislaine, il allait voir ailleurs. Quand elle est assassinée, Ghislaine est en plein divorce. Un divorce qui se passe très mal. Le couple avait des biens en Tunisie, tous payés par Ghislaine. Elle avait acheté une oliveraie à ses beaux-parents, avait complètement refait la maison. Elle a beaucoup investi parce qu'elle voulait que les parents soient également bien. Elle a tout fait pour que la famille de son mari soit à l'aise. Elle a également participé au financement de l'achat d'un terrain en Tunisie sur lequel il projetait de fonder une maison. Il voulait une très grande maison avec une aile pour les parents, une aile pour les enfants quand ils viendraient en vacances, une aile pour eux. Enfin, c'était un petit peu un petit château qui se construisait. Elle s'est quand même mise dans des difficultés financières suite à tout ça, parce que la moindre épargne qu'elle avait, ça partait. Il y avait toujours autre chose à acheter, toujours autre chose à faire, à régler, etc. Et surtout, tout était au nom de Driss. Ghislaine ne pouvait pas être propriétaire de ses terrains agricoles car elle n'était pas tunisienne. Quand ils se sont séparés, Ghislaine a senti qu'elle ne mettrait peut-être jamais les pieds dans son petit palace tunisien et qu'elle risquait de ne pas revoir la couleur de son argent. Dans son ordinateur, les gendarmes ont retrouvé un long texte où elle avait noté précisément toutes ses dépenses et ses doutes sur la sincérité de son mari. Elle avait le sentiment de se faire flouer, mais alors vraiment complètement, oui. À ce moment-là, elle était convaincue qu'elle s'était fait avoir. Et elle voulait par tous les moyens récupérer
50% de ce qu'elle avait donné. Elle engage une bataille et elle veut la gagner. À l'automne 2009, Ghislaine a remporté une première victoire. Elle réussit à obtenir de son mari une reconnaissance de dette sur une somme qui avoisine 50 000 €. Elle fait bien préciser qu'en cas de décès, il devra rembourser cette somme à ses héritiers. Elle était rassurée à ce moment-là. Elle était contente qu'il ait signé. Elle a dit, voilà, une étape de gagner, je veux maintenant aller jusqu'au divorce. Mais quelques semaines avant sa mort, la guerre a repris. Il va payer quelques échéances en payant ce qu'il doit pendant plusieurs mois, et puis à partir de mai 2010, il ne paye plus. Je pense qu'il s'est rendu compte qu'il avait peut-être fait une faute de signer cette reconnaissance de dette. Alors Ghislaine n'a plus lâché Driss. Par lettre, par mail, elle exigeait son argent. Leurs échanges se sont musclés. Au point que Ghislaine a même commencé à avoir peur de lui. Elle va confier ses inquiétudes sur des menaces de mort à des gens de son entourage. Elle fait expressément état de son inquiétude en disant que s'il lui arrive quelque chose, ce sera son mari. Et chaque fois que je l'avais au téléphone, chaque fois, elle me disait « Je sais qu'il est capable de tout ». Moi, j'essayais de la rassurer en disant « Non, c'est pas possible quand même, il va pas faire ça ». Elle me disait « Tu peux pas t'imaginer ce dont il est capable ». Dominique, cette fois, la piste est vraiment sérieuse. Les gendarmes vont d'ailleurs retrouver des documents et ils vont même avoir des surprises. En fait, ils vont mettre la main sur tout l'historique des investissements qu'a fait Ghislaine Leclerc en Tunisie. Écoutez bien, en contrepartie de la reconnaissance de dette que Driss a accepté de lui signer, elle a accepté un divorce en Tunisie. La procédure est déjà engagée, mais Driss ne va pas honorer sa dette, il va arrêter de payer, et à ce moment-là, Ghislaine Leclerc réagit en interrompant la procédure de divorce en Tunisie. Elle entame une procédure de divorce en France, elle prend un avocat et Driss et elle sont convoqués chez un juge des affaires familiales le 8 septembre 2010, c'est-à-dire quelques jours seulement après qu'elle ne soit tuée. Autre chose, on découvre que Ghislaine allait pouvoir récupérer tous les biens qu'elle avait achetés avec son argent en Tunisie parce qu'elle avait réussi à obtenir la nationalité tunisienne en mars 2009. Tous les biens étaient auparavant au nom de Driss, puisque c'était lui qui était tunisien. Et là, eh bien, elle a fait saisir officiellement les biens de Driss qui avaient été achetés avec son argent à elle. Et cette très bonne nouvelle, elle l'a apprise le 26 août à 11 h par une de ses amies qui est en Tunisie et qui l'appelle pour la prévenir qu'elle a gagné, que les biens de Driss seront saisis, qu'ils sont maintenant à elle. 26 août, 11 h, c'est quelques heures seulement avant sa mort. Ça en fait un client sacrément sérieux, ce Driss, non? Effectivement, il intéresse bigrement les gendarmes et en mars 2011, il est placé en garde à vue. Aux gendarmes, Driss explique qu'il ne comprend pas ce qu'il fait ici. Il se déclare surpris, atteint par ce décès, qualifie Ghislaine Leclerc d'une bonne personne, qu'il en est tombé follement amoureux, ce qui explique leur mariage rapide, et qu'ensuite, eh bien, les sentiments se sont peu à peu atténués. Des menaces de mort? Jamais de la vie. Driss reconnaît quelques conversations un peu houleuses, mais il jure qu'il n'a jamais été violent avec Ghislaine, même pas en parole. Concernant sa dette, il était d'accord pour la payer, mais à ses conditions. Il explique qu'il n'a plus la capacité financière, que c'est trop lourd pour lui et que compte tenu du climat conflictuel entre eux, de l'abandon de la procédure de divorce en Tunisie, il préfère suspendre les paiements et attendre que la justice française tranche dans le cadre du divorce.
Et quand les gendarmes lui annoncent que ses biens en Tunisie ont été saisis, il tombe des nues. Pour lui, la procédure était bloquée. Quant au soir du 26 août, il a un alibi. Il était à Lyon. Ce soir-là, et c'est confirmé par son employeur, il quitte le restaurant entre 22h30 et 23h. Il est hébergé à l'époque par l'un de ses frères qui vit avec sa compagne et le fils de celle-ci. Il est en période de Ramadan, donc la famille va dîner assez tard. Et il indique qu'il s'est couché vers minuit pour se lever le lendemain matin pour aller travailler. Josie, la compagne de son frère, confirme. Driss dort dans la même chambre que son fils. Quand elle a jeté un œil à 6h30 pour voir si le petit allait bien, Driss était profondément endormi dans son lit. Mais peut-être a-t-il eu le temps de faire le coup dans la nuit. Lyon n'est pas si loin de Volèvre. Les gendarmes chronomètrent. L'aller-retour prend 3 heures le soir, c'est jouable. Mais là encore... Son téléphone est géolocalisé toute la nuit des faits sur la région lyonnaise. On vérifie aussi qu'il a un véhicule à l'époque des faits qui est en panne. Et donc, on n'arrive pas à le situer sur Volèvre au moment du meurtre. Driss ressort libre de sa garde à vue. Mais les gendarmes ne le quittent pas des yeux. Dans l'entourage de Ghislaine Leclerc, c'est le seul qui semble avoir un mobile sérieux pour vouloir sa mort. Et on part aussi du principe que si lui a un alibi pour la nuit de l'assassinat, il a pu commanditer à un tiers l'exécution de sa femme. Les gendarmes prennent Driss en filature pour connaître ses habitudes, ses relations. Ils interrogent son entourage, sa famille. Bref, ils montrent qu'ils ne le lâchent pas. Il va être placé sous surveillance téléphonique, sous écoute. On fait clairement, ce qu'on appelle en jargon, bouger les lignes, en essayant de faire aussi en sorte qu'il se rende compte un petit peu de la pression qu'on met autour de lui pour voir si, sur des écoutes, il va pouvoir parler. Mais là encore, les gendarmes font chou blanc. La piste du troisième mari est une impasse. 1 an et demi après le crime, ils n'ont plus aucun suspect. Alors la juge d'instruction décide de convoquer de nouveau les filles de Ghislaine. Je vais donc leur demander de réfléchir et d'analyser le comportement de leurs proches pour voir si quelqu'un a pu changer de comportement, puisqu'un an et demi s'est passé et qu'un an et demi, ça laisse le temps aux gens d'évoluer et que si quelqu'un a quelque chose à se reprocher, porter le poids d'un assassinat lourd, voilà, peut amener à des changements de comportement. Estelle, 18 mois plus tard, la juge d'instruction ne sait plus où enquêter. Elle vous convoque pour savoir si vous pensez à quelque chose. À ce moment-là, m'est revenu en mémoire que le compagnon de ma grande sœur, Sylvain Schrute, a eu un comportement vraiment bizarre après la mort de maman. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous avait paru bizarre à l'époque? Faut se remettre dans le contexte. Mes sœurs découvrent ma mère assassinée à la maison. Ma grande sœur est avec sa fille qui a 7 ans, même pas 7 ans. Et ce qui m'a paru très surprenant, c'est qu'il n'est pas venu chercher sa fille, alors qu'il est à 3h30 de route. Et puis aussi, quand on s'est retrouvés en fin de journée, ce deuxième jour, la première chose qu'il a fait, c'est d'engueuler ma grande sœur, parce que sa fille, à lui, était sur les lieux du crime. Alors qu'elle vit dans un contexte, elle connaît un contexte alors qu'elle vient de terrible. perdre sa mère et que la première chose qu'on a besoin, c'est d'être prise dans les bras de l'homme qu'on aime. C'est le minimum. C'est le minimum. Donc ça, c'était très surprenant. Après, il y a eu des petites choses qui ont suivi les 2 mois, parce qu'au bout de 2 mois, j'ai coupé les ponts. C'était trop. Il était toujours plus malade que tout le monde. Et il se plaignait tout le temps. Et il a dit à mon mari, au bout de 15 jours, que ce serait bien que nous passions à autre chose. Donc c'est un peu... Vous avez cru, à ce moment-là, qu'il pouvait être l'assassin de votre mère? Non.
J'ai demandé en fait à la justice de me donner des éléments qui me permettent de me rassurer. Et vous parlez de ça avec votre sœur et avec votre père? En amont, j'en ai parlé avec mon mari et avec mon père. Après, ils m'ont dit que si je sentais que c'était juste de demander d'être rassurée, il fallait que je le fasse. La crainte était que ça mette un petit peu de difficultés au niveau des rapports entre sœurs. Vous en avez parlé avec votre grande sœur, justement? Oui, après. Après, ça l'a beaucoup peinée. Et ça lui a fait peur aussi. Parce qu'elle avait peur que, du coup, les gendarmes se focalisent sur lui. Entre un premier mari qui a assassiné ses beaux-parents, des rencontres hasardeuses sur Internet et un troisième mari avec lequel le divorce se passait très mal, les enquêteurs avaient de quoi faire. Du coup, Sylvain Schrute, le gendre de Ghislaine, n'avait jamais fait figure de suspect. Il entre donc à son tour dans le collimateur et heureusement, la juge avait pris ses précautions au début de l'enquête. Après la découverte du corps de la victime, j'avais fait demander les facturations détaillées de tous ses proches. Je demande aux enquêteurs de revérifier toute la téléphonie de Sylvain Schrute sur les jours précédents, le mois précédent et les quelques jours qui ont suivi. Et les gendarmes remarquent quelque chose de bizarre dans les factures de Sylvain Schrute. Son téléphone va déclencher le relais téléphonique de Bagnols le 27 août 2010 à 1h41. C'est-à-dire le soir du meurtre de Ghislaine. C'est un relais qui est situé en Côte d'Or, sur le trajet qui doit être emprunté quand on se rend d'Alsace à Volèvre, sur le parcours de l'autoroute. C'est assez étrange. Sylvain Schrute avait toujours dit qu'après le 23 août, lui, il n'était pas du tout revenu dans la région et qu'il était resté constamment en Alsace. Et ce n'est pas tout. Les enquêteurs vont se rendre compte qu'il a de très nombreux contacts téléphoniques avec sa jeune belle-sœur, Emeline, qui a 17 ans et qui a été hébergée chez lui, donc chez sa compagne et lui, pendant l'année scolaire précédente. Parfois plusieurs dizaines de SMS par jour. Et on se demande bien pourquoi, alors qu'ils habitent dans la même maison, ils échangent des SMS à toute heure du jour et surtout de la nuit. Les gendarmes veulent en savoir plus, mais ils y vont en douceur. Ils interrogent Emeline. Ils lui demandent d'abord de leur raconter son installation chez sa sœur et Sylvain Schrute. Emeline Pelletier est confiée par ses parents à sa grande sœur pour pouvoir poursuivre sa scolarité en Alsace dans une école Steiner pour l'année scolaire, donc septembre 2009, juin 2010. J'étais contente de retrouver ma sœur, de pouvoir continuer ma scolarité dans une école Steiner tout en étant dans ma famille. Une nouvelle vie pour Emeline. Ça l'a rapprochée de son beau-frère. Sylvain Schrute a joué rapidement le rôle de confident, puisqu'elle arrive au domicile de sa sœur, qu'elle est assez esselée. Elle arrive, elle ne connaît personne et elle trouve une oreille attentive. Sylvain Schrute qui la flatte, qui la rassure, qui lui fait des cadeaux, qui lui fait faire des tours de moto, qui séduit évidemment une gamine de 16 ans, ce qu'elle a à l'époque. Oui, moi je le considérais comme quelqu'un qui savait plein de choses sur tout et qui pouvait m'apprendre des choses. Il savait tout ce que j'aimais bien à ma place, il savait tout ce qui était bon pour moi à ma place. Mais quand les gendarmes lui demandent pourquoi ils échangeaient autant de SMS, Emeline craque. Elle explique que peu à peu, elle a perdu le contrôle de cette relation, puisqu'il lui en a demandé beaucoup plus. Un jour, en fait, il a voulu aller plus loin. Et j'ai refusé et il m'a dit, en fait, j'ai refusé en prétextant que
que je l'avais jamais fait. Il m'a dit, ben, c'est pas grave, on fera par derrière. Et du coup, ben, enfin, je l'ai fait sortir. Mais Sylvain Schrute est un homme de 45 ans. Il a beaucoup d'ascendant sur sa jeune belle-sœur. Et il sait lui parler. Il disait qu'on était âmes sœurs, que je l'aimais très très fort, mais que je le savais pas encore. Que depuis que j'étais toute petite, il m'avait remarqué et que... Voilà quoi, que j'étais quelqu'un d'exceptionnel. Et un jour, ben, j'ai plus trouvé d'excuses. Cela a duré 1 an. Emmeline raconte aux gendarmes que tout est fini maintenant. Elle n'était pas très à l'aise avec cette relation, c'est vrai, mais elle était consentante. Une liaison cachée au cœur même de la famille, voilà qui pourrait constituer un mobile. Les gendarmes poursuivent donc leurs recherches autour de Sylvain Schrute. Sylvain Schrute vit avec la fille aînée de Ghislaine depuis 10 ans. Quand je l'ai rencontré, moi, il avait une entreprise de paysagiste. Il avait une entreprise à son compte, à son propre compte. Les premières années, bon, il était un peu... Bon, il était un petit peu pénible comme ça, mais oui, ça se passait pas trop mal, oui. Dans la famille, on ne l'aime pas beaucoup. On nous le décrit comme quelqu'un de arrogant, qui ne veut pas avoir tort, qui veut un peu toujours avoir le dernier mot et qui pense savoir tout mieux que tout le monde, qui le côté manipulateur est repris, voire faiseur de problèmes. C'est aussi quelqu'un qui est décrit comme égoïste et qui peut même être tyrannique. Bref, ce n'est pas le gendre idéal. Il est assez isolé dans sa position dans la famille, à savoir qu'au pire, il est détesté, au mieux toléré, jamais vraiment apprécié. C'est surtout la mère, Ghislaine Leclerc, qui se posait vraiment la question, mais qu'est-ce qu'elle fait à rester avec cet homme-là? Maman l'appréciait pas beaucoup. Mais elle l'a toujours accepté parce que c'était le choix de ma sœur. Alors, je dirais que elle a toujours essayé que les relations se passent le plus neutre possible. Les plus neutres et les plus espacés possibles aussi du côté de Ghislaine. Du coup, les gendarmes s'interrogent. Pourquoi Sylvain Schrute et sa belle-mère se sont-ils appelés aussi souvent pendant les 3 jours qui ont précédé le drame? Il y a 18 appels, ce qui semble exorbitant par rapport à la nature de leur relation. Des appels qui, de façon surprenante, ne vont pas prospérer à partir du 27. Il n'y a plus d'appels, comme s'il avait déjà su qu'elle était morte. Les gendarmes ont maintenant assez d'éléments pour mettre Sylvain Schrute sur le grill. Ils le placent en garde à vue le 21 février 2012. Sylvain Schrute est très calme, mais il est aussi très observateur de ce que les enquêteurs peuvent lui apporter comme élément. Les gendarmes commencent par lui demander quels étaient ses rapports avec sa belle-mère. Il dit qu'il appréciait beaucoup Ghislaine Leclerc, qu'ils ont une bonne relation. Quand on lui fait la remarque que c'est pas ce que nous disent ses proches et qu'au contraire,
Plusieurs d'entre eux nous ont rapporté qu'elle ne l'appréciait pas. Ils pensent que des gens lui en veulent et qu'on veut déformer un peu les choses parce qu'on lui en veut, mais que lui, en tout cas, il s'entendait bien avec elle. Emmeline, alors là, les liens sont beaucoup plus forts. Il était son confident. C'est pour ça qu'ils s'appelaient aussi souvent. Ils avaient une relation privilégiée. Mais non, il n'a jamais couché avec sa belle-sœur. Les gendarmes lui annoncent qu'Emmeline dit le contraire. Il va accuser le coup et il va finalement reconnaître cette relation. Il admet qu'il a eu cette relation totalement consentie. Alors, pourquoi avoir menti? Il explique qu'il a tué ça parce qu'il a voulu protéger Emmeline et il fait preuve d'une certaine noblesse à l'égard de cette jeune fille. Mais bon, la relation est consentie, donc c'est pas un problème pour lui. Il exprime pas non plus de honte, d'ailleurs, vis-à-vis de cette relation avec cette jeune fille qui est mineure. Volèvre? Non, il n'y est pas retourné après le 23 août. Il l'a déjà dit, d'ailleurs, il y a 1 an et demi, quand il a été interrogé. Et puis, à un moment, les gendarmes vont avancer notre preuve, en tout cas notre indice important, savoir le déclenchement du relais à 1h41 à Bagnols. Et là, il va se fermer. La pause dure près de 50 minutes. Et quand il revient, il va reconnaître être venu jusqu'à Volèvre dans la nuit du 26 au 27 août 2010. mais il a une explication toute simple. Il explique qu'il veut faire une surprise à sa compagne qui est à ce moment-là en vacances chez son père dans l'Inde. Il voulait aller la rejoindre. Il avait décidé d'arriver sans prévenir avec Ghislaine. Sa belle-mère avait trouvé l'idée excellente. Le jeudi 26 août, en fin d'après-midi, elle lui a donc téléphoné pour qu'il passe la prendre, raconte-t-il aux gendarmes. Une fois la décision prise, il va faire le plein. Et il prend la route par l'autoroute. Il arrive, nous dit-il, aux environs de minuit. La porte de la maison est entrouverte, la lumière est allumée. Il signale son arrivée en disant « Coucou, c'est moi ». Il va vers la chambre et là, il voit le corps de sa belle-mère qui est appuyé contre le lit. Sylvain Schrute comprend qu'elle est morte. Il dit qu'il sent immédiatement l'odeur de la poudre. Elle est encore chaude. L'odeur de la poudre lui fait penser que ça vient de se passer. Il a paniqué et il est parti. Mais il s'est tout de suite garé. Une quarantaine de mètres plus loin, il avait besoin de réfléchir. Au bout de 20 minutes, il est reparti directement chez lui, en Alsace. Les gendarmes lui demandent pourquoi n'a-t-il pas appelé les secours. Ah, son portable était éteint, plus de batterie. Plus de batterie? Il l'a pourtant allumé 1h30 plus tard. Oui, répond Sylvain Schrute. Il a fait une tentative, mais le téléphone s'est éteint de nouveau. Les gendarmes insistent encore. Dans ce cas, pourquoi ne pas avoir prévenu de chez lui, à son retour? Pourquoi il s'est tu pendant 18 mois? Il pense qu'il va être victime d'une erreur judiciaire
Et il a préféré se taire plutôt que d'être accusé à tort. Il a vu beaucoup de séries américaines et il sait que c'est possible. Et il sait que ça arrive qu'on soit accusé à tort. La garde à vue est terminée. Les gendarmes ont assez d'éléments. Sylvain Schrute est déféré devant la juge d'instruction, mais il refuse de lui parler. Il me dit que la prochaine fois, il me fera une déclaration complète, spontanée et sincère, et que tout ce qu'il veut dans l'immédiat, c'est pouvoir dire, que je le laisse ressortir quelques jours pour qu'il règle ses affaires matérielles et qu'il dise correctement au revoir à sa femme et à sa petite fille. La juge le met en examen pour assassinat et le place en détention provisoire. Maître Bonas, c'est vous qui allez assurer la défense de Sylvain Schrute. Son affaire semble mal partie, tout de même. Effectivement, il y a un faisceau d'indices qui pourrait concorder à une culpabilité, mais force est de constater qu'on n'a pas de mobile et pas de preuves matérielles intangibles. Et pour vous, il y a des zones d'ombre? Ah oui, il y en a plein. Il n'y a même que des zones d'ombre. Sylvain Schrute, vous allez le voir en prison. Comment il se comporte avec vous? Il me parle de sa vie, il me parle de ses enfants, il me parle de son métier. Il me parle de tout sauf de son dossier. En réalité, ça ne l'intéresse pas. J'imagine que vous lui demandez pourquoi, par exemple, il n'a rien dit pendant 18 mois. Il est très évasif, en fait, au départ, et il faut vraiment le pousser dans ses retranchements pour avoir des éléments de réponse. Éléments de réponse qu'il n'a pas envie de donner, d'ailleurs, parce qu'il en a honte. Et il explique qu'il a eu très peur, qu'il n'a pas eu de courage. Et il m'a dit un jour, c'était tous les jours trop tard. C'était plus tard dans le trop tard. Et il s'est tué. Et ses nombreux coups de téléphone à sa belle-mère, alors que manifestement, il n'avait pas beaucoup d'atomes crochus, qu'est-ce qu'il en dit? Alors d'abord, il conteste le fait qu'il n'ait pas d'atome crochu avec elle. Lui, il réfute ça. Et puis, il va expliquer qu'en réalité, ils échangent énormément sur la période de temps considérée parce qu'il parle d'une clé de voiture qui a disparu, ce qui est avéré, d'une surprise qu'il veut faire à sa compagne et à sa fille. Il explique qu'ils ont des échanges tout à fait anodins et badins même. Qui est cet homme qui semble quand même assez étonnant? Oui, il est étonnant, il est énigmatique. Il a construit sa vie avec une pensée, je crois, quand même très proche de l'ésotérisme, de la nature. Quand il va être appelé sous les drapeaux pour faire son service militaire, il va refuser. Il va être objecteur de conscience. Il va toujours prôner une non-violence, un grand respect de l'autre, un grand humaniste, en fait. Et sa vie affective? Quel est son parcours? Alors, c'est un homme à femme, indéniablement. Il a eu une première femme avant? Oui, il a été marié. C'est une femme avec laquelle il a eu 3 enfants. Donc c'est une histoire qui a quand même duré. Mais c'est une femme qui l'a trompé avec donc une nouvelle compagne avec qui il a eu, là encore, un enfant et qui était donc la fille de Madame Leclerc. Et donc la fille de Madame Leclerc, dans cette histoire, est-ce qu'elle le défend? C'est quoi sa position? Alors elle est complètement écartelée. D'abord parce que je crois qu'elle ne croit pas à sa culpabilité fondamentalement. Mais en même temps, il est désigné coupable par l'ensemble de sa famille et cette femme a quand même perdu sa mère dans des conditions violentes. Donc elle est dans une position qui est quasiment intenable. Et pourtant, elle va la tenir et avec beaucoup de courage, je dois dire. Schrute n'en démord pas, il n'a pas tué Ghislaine. L'instruction se poursuit et la juge décide de convoquer Emeline une nouvelle fois. Devant la juge d'instruction, Emeline change complètement de discours. Elle explique qu'il était fou amoureux d'elle. Elle n'avait pas de sentiments amoureux à son égard et elle explique qu'elle était clairement sous son emprise. Il me téléphonait beaucoup, il m'écrivait des messages. Tout le temps, il m'écrivait des mails. Des mails où si je répondais pas, il faisait des autres mails encore plus longs. Comme quoi il était triste et malheureux, que je lui réponde pas. Et en fait, c'était lourd quand même. Enfin, c'était pesant. C'était pesant. Et chaque fois qu'Emeline disait à Sylvain Schrute qu'elle voulait tout arrêter, il me disait ouais, je serai en moto, j'irai tout droit. Plus personne ne me retrouvera dans le ravin. Et moi, j'étais paniquée. Sylvain Schrute se livre à l'égard de cette très jeune femme
un véritable chantage, un double chantage, le chantage au suicide, et puis également le chantage à la révélation de cette relation. Il dira que c'est elle qui a été à l'origine, que c'est elle qui est venue le chercher. Et ça, Emeline, elle est terrifiée et elle ne veut évidemment pas faire souffrir sa grande sœur. Donc elle est vraiment prisonnière de cette relation. Alors Emeline a trouvé comment s'en sortir, quitter son école Steiner. Du coup, plus rien ne justifiait qu'elle reste en Alsace. C'était pour moi le moyen de fuir de là-bas sans rien dire à personne et en disant que c'était l'école qui me convenait plus. Voilà, comme ça tout le monde y croit et ça passe. La décision n'a pas dérangé Ghislaine, bien au contraire. Cela faisait quelque temps qu'aux réunions de famille, elle regardait les échanges entre sa fille et son gendre d'un mauvais œil. Elle n'aimait pas le comportement de Sylvain envers Emeline. Quand il était avec elle, même avec nous, il disait, oui, je la protège, parce qu'il était là pour ça, quoi. Ouais, pour eux, ils faisaient des gestes déplacés, des remarques déplacées. Pas très saines. Ma mère, elle avait essayé de m'en parler une fois. Elle m'avait demandé comment ça se passait chez Sylvain. J'avais répondu très très bien. Puis voilà, j'avais essayé de passer à autre chose. Estelle, vous étiez au courant de la liaison qu'entretenait Sylvain Schrutt avec votre petite sœur? Non. J'étais pas au courant. Je l'ai appris par mon avocat qui m'a envoyé un mail me demandant si je savais. Et après le premier choc, je me suis souvenue d'un détail qui s'était produit pendant la fête de Pâques, cette année-là, où on était tous réunis. Et j'ai trouvé qu'il avait un comportement qui n'était pas correct avec ma petite sœur. Il avait un peu les mêmes gestes qu'il avait avec ma grande sœur. Il faisait quoi, par exemple? Il la prenait par la taille. Il lui avait offert un cadeau aussi, une montre. Et il lui faisait même des bisous sur la joue. Donc oui, j'ai pas aimé. Et j'en ai du coup parlé avec ma maman. Et qui m'a dit qu'elle avait aussi remarqué et qu'elle trouvait pas ça bien. Voilà. Après, moi, je suis rentrée chez moi avec mes enfants et j'ai oublié. Mais je pense qu'une maman, ça oublie pas. Vous pensez que votre mère a pu l'apprendre, cette liaison? Je pense que maman s'en doutait, mais qu'elle n'a pas eu de confirmation. D'après vous, comment elle aurait réagi si elle l'avait su? Elle aurait extrêmement mal réagi. C'était quelque chose d'impensable pour elle. Et elle aurait jamais accepté que le conjoint de sa grande fille puisse avoir des rapports avec sa plus jeune. Ça, c'était pas possible. Elle vous en aurait parlé si elle l'avait su? Je pense qu'elle en aurait parlé. Enfin, je pense qu'elle aurait soulevé des montagnes. Oui. Tout de suite, elle se serait intervenue tout de suite? À partir du moment où elle aurait été certaine des choses, oui. Elle se serait opposée à ce qu'ils se revoient et je pense qu'elle aurait porté plainte. Parce que maman, c'était une femme d'affaires, c'était une femme combattante, une femme qui s'est jamais laissée faire et qui s'est toujours battue pour ce qu'elle croyait. Et elle avait un goût de ce qui était juste très prononcé. Le mobile se tient. Reste à vérifier la version de Sylvain Schrutt. Est-elle seulement plausible? Entre l'Alsace et Volèvre, les gendarmes ne trouvent aucune trace du passage de Sylvain Schrutt. Ni au péage, ni aux stations-service. Pour lui, c'est normal, il a tout payé en espèces. Pour eux, c'est justement ça qui est suspect. On sait qu'il a fait des voyages précédents, notamment pour aller en vacances la semaine d'avant. Il a payé en carte bleue. Le précédent trajet, quand il est rentré de Volèvre le 23 août avec la BMW, il a payé avec le télépéage.
Et puis surtout, quand on vérifie les mouvements bancaires dans les journées qui ont suivi, notamment le lendemain, on voit que là, il utilise sa carte bleue, pas forcément pour des gros achats, puisqu'on a des achats dans un magasin, un commerce, un Lidl, il va le vendredi faire ses courses, il paye en carte bleue. Apparemment, le 26 août, Sylvain Schrute a donc changé ses habitudes. Ça semble suspect, comme s'il avait voulu dissimuler tous ses déplacements. Et ce n'est pas la seule incohérence. Il dit qu'il est parti immédiatement après le dernier coup de téléphone à Ghislaine Leclerc, donc 18h40 et quelques. On a retrouvé la station-service. Il va me confirmer que sur les différents paiements en espèces possibles, c'est celui de 18h58 de 65 € qu'il a fait. Et il me dit qu'il a immédiatement pris la route. Or, entre Rigvire et Volèvre, il y a très exactement 375 km. Les gendarmes ont minuté le trajet, on a vérifié concrètement et puis via des sites de navigation. Et on est sur un trajet qui doit faire entre 3h15 et 3h30. Sylvain Schrute dit qu'il est arrivé vers minuit. Il aurait donc mis 5 heures pour rejoindre Volèvre, ce qui paraît très long. Sauf s'il ment, et s'il est arrivé avant minuit, avant la mort de Ghislaine. Il y a encore un autre point qui reste problématique. En garde à vue, Sylvain Schrute a été catégorique, il ne possède pas d'armes. Il explique qu'il n'aime pas les armes, qu'il n'en a jamais eu. Il dit d'ailleurs qu'il était objecteur de conscience et que voilà, il n'aime pas la violence, qu'il ne la pratique pas. Les enquêteurs vont sur ce point entendre son ex-femme qui va faire état d'un épisode ancien. C'était au moment de leur divorce. Il explique qu'il a très mal vécu cette rupture et qu'il lui a fait une menace au chantage en sortant une arme de poing. Et en menaçant de la retourner contre lui. L'un de ses fils va aussi rappeler que pendant son enfance, il a pu voir une arme de poing. Dominique, les gendarmes ont des éléments qui leur font penser que Sylvain Schrute ne dit pas toute la vérité. D'abord, il explique que quand il arrive cette nuit-là, il entre dans la chambre, Ghislaine Leclerc est assise dos au lit, elle est morte. Or, quand on va retrouver son corps, quand sa fille, son ex-mari et puis les gendarmes vont arriver, elle n'est pas assise dos à son lit, elle est allongée, face contre terre, légèrement en décubitus, mais pas assise contre son lit. Première incohérence. Ensuite, il y a la chronologie des tirs. On sait que les 3 premières balles qui vont la toucher sont tirées alors qu'elle est encore debout. Elle tombe sur son lit, elle perd du sang, d'où la tache de transfert de sang qu'on va retrouver sur le couvre-lit. Ensuite, elle glisse assise contre son lit. Et là, elle reçoit la 4e balle. Donc, au moment où elle reçoit cette balle, elle n'est pas encore morte. Elle n'est pas encore morte, elle va basculer vers l'avant, se retrouver à plat ventre. Et on sait qu'elle n'est pas encore morte parce qu'autour d'elle, on va découvrir cette immense tache de sang qui est du sang qui a été projeté à l'extérieur de son corps par son cœur qui battait encore. S'il avait été morte à ce moment-là, un peu de sang se serait écoulé par ses plaies, par sa bouche, mais pas une telle quantité. Donc ça ne colle pas avec ce que dit Sylvain Schrute, qui dit « elle était assise et elle était morte ». À ce moment-là, elle ne pouvait pas être morte, elle est morte après. Ensuite, puisqu'on retrouve le corps allongé sur le ventre, qui peut savoir à cet instant, et c'est vrai, qu'à un moment, Ghislaine Leclerc a été assise contre son lit. Qui peut savoir ça, sinon une personne qui l'a vue quelques minutes ou peut-être même quelques secondes seulement avant sa mort. Ensuite, dernier point, dernière incohérence. Regardez ces numéros dans le couloir qui matérialisent des traces de sang, petites, hein. On les voit, mais vraiment toutes petites. Eh bien, c'est du sang de Ghislaine Leclerc qui a été laissé là par son meurtrier au moment où il est parti. Si, comme il le prétend, Sylvain Schrute est passé dans le couloir une première fois pour aller dans la chambre, repassé ensuite, il aurait dû piétiner ces taches de sang qui n'auraient plus le même aspect, qui seraient écrasées. Or, ces taches de sang ne sont pas déformées. Donc, c'est les questions, toutes ces questions que veut maintenant lui poser la juge d'instruction et elle va le convoquer pour l'entendre.
La juge commence par lui demander quelle déclaration sincère et spontanée il comptait lui faire. Et là, il me répond qu'il n'a rien à ajouter de but en blanc, me dit-il, à ce qu'il a déjà dit aux gendarmes en garde à vue. Elle entame donc son interrogatoire. Ce qui est marquant, c'est qu'à aucun moment, il ne me dit qu'il est innocent. Ce n'est pas un terme qu'il utilise. Mais ce n'est que quand je lui demande « Avez-vous tué Ghislaine Leclerc ?» qu'il va me dire « Non ». Pas un mot de plus. La juge le met ensuite face à ses incohérences, ce trajet qui dure 5 heures, alors qu'il avait l'air si pressé de partir. Après réflexion, Sylvain Schrute fournit une explication. Il fait des pauses parce qu'il a l'habitude d'en faire, il fume. Et il ne doit pas fumer dans la voiture parce que c'est la voiture de Ghislaine qui ne supporte pas la fumée de cigarette, donc il ne faut pas fumer dans la voiture. Et puis après, il va ajouter des pauses pour se rendre aux toilettes et puis des pauses pour peut-être se restaurer. 1h30 de pause, ça semble excessif. Et cette arme que sa famille a vue chez lui entre ses mains, il répète que c'est impossible. S'agissant de son ex-femme, de toute façon, ça s'est tellement mal fini que ce n'est pas vrai et qu'elle lui en veut. S'agissant de ses enfants, il pense qu'ils se sont trompés, que les enfants, ils ont eu des pistolets à billes et qu'ils doivent confondre. La juge lui demande ensuite comment c'est possible qu'il n'ait pas laissé de traces dans le couloir quand il est allé dans la chambre de Ghislaine, qu'il n'ait pas marché dans le sang. Il va changer de version et il va expliquer que non, il ne s'est pas approché d'elle et que s'il a pu le dire plus tôt, c'était pour paraître plus humain. Parce que s'il ne s'était pas approché pour s'enquérir de son état, on aurait pu lui faire le reproche d'un manque de compassion. Pourtant, de la compassion, il n'en a pas montré beaucoup quand il est rentré chez lui. On sait que le lendemain matin, il va à la piscine, qu'il fait ses courses l'après-midi, que le lendemain soir, il va au restaurant avec 2 de ses enfants. On pourrait penser que quelqu'un qui vient d'assister à une telle scène est vraiment dans un état d'abattement grave, mais lui, il continue sa vie comme il va la continuer pendant 18 mois, sans rien dire à personne. La juge s'étonne. C'est étrange sa présence sur place, justement ce soir-là, alors que personne n'était au courant de sa visite chez Ghislaine. Quand je le confronte à ce caractère, cette chronologie troublante, ce qu'il me répond, c'est que c'est un mauvais karma. Soit, mais il y a quand même tellement de changements dans sa version. C'est quelqu'un qui était dans un état d'esprit troublé en août, qu'il vivait très mal le départ d'Emeline et qu'il ne s'en remettait pas, en tout cas qu'il n'était pas prêt à la laisser partir. Et cet ensemble d'éléments faisait un faisceau d'indices graves et concordants pour justifier sa mise en accusation devant la cour d'assises. Maître Bonnat, Sylvain Schrute est renvoyé devant les assises. Que comptez-vous plaider, vous ? D'abord, l'insuffisance, c'est-à-dire qu'on est face à un dossier où on n'est pas allé au bout des démarches menées. On n'est pas allé au bout des investigations. Un dossier d'instruction peut être incomplet. Et l'incomplétude, c'est dangereux parce que ça crée le risque d'erreur. Et je considère que condamner M. Schrute est une erreur judiciaire. Mais il y a quand même des éléments très troublants. On est en plein mois d'août, il fait chaud, normalement il ne porte pas de gants. Comment se fait-il qu'on ne retrouve absolument aucune empreinte de lui ? Même pas une empreinte ADN, absolument rien de lui dans la maison. Mais la vraie question, c'est comment se fait-il qu'on pose cette question à M. Schrute ? Parce que c'est une question qu'il faudrait qu'on pose aux experts, en réalité. Et comment ça se fait, par exemple, qu'il n'a rien payé en carte bleue cette nuit-là ? Alors ça, il l'explique. Il dit qu'il avait vendu une voiture quelques semaines avant, voiture qui lui avait été réglée en espèces, ce qui a été établi d'ailleurs par le dossier. Donc il dispose de liquidités et, ma foi, il les utilise. Il a dit à la juge d'instruction qu'il n'était pas prêt à laisser partir Emeline. C'est une forme d'aveu, peut-être, non ? Moi, je crois vraiment que c'est une interprétation quand même de ses propos et que ce qu'il souhaite expliquer à ce moment-là, c'est qu'il est amoureux d'elle, ce qu'il n'a d'ailleurs jamais contesté, et qu'il souffre effectivement du fait qu'elle s'en aille, ça c'est clair. En se débarrassant de sa belle-mère, Emeline peut rester chez lui. Mais qu'est-ce que ça résout ?
Qu'est-ce que ça résout de Elle se reste chez débarrasser lui. de la belle-mère? Mais pourquoi? Elle a un père, cette enfant. Elle peut très bien retourner chez son père. Et de toute façon, son année scolaire est terminée. Donc, quoi qu'il arrive, Emeline partira. Et la disparition de Madame Leclerc ne résout absolument pas le problème, justement. Malgré tout, il est confiant. Comment il appréhende ce procès? Je ne sais pas s'il est confiant. Je crois qu'il fait confiance à ses avocats, ça oui. Il n'a absolument pas confiance en l'institution, en ce en quoi, à mon avis, il n'a pas tort. Et il espère, je crois, que la vérité éclate, mais il n'est pas très militant de sa propre vérité. Et ça, c'est un peu déroutant aussi. Il n'est pas combatif. Pas du tout. Moi, je ne sais jamais où il va partir, dans quelle direction et à quelle distance. Donc, vous imaginez bien que le contre-interrogatoire de ce genre de client aux assises, c'est compliqué. Le 20 octobre 2014, le premier procès de Sylvain Schrute s'ouvre devant la cour d'assises de Mâcon. Pour lui, l'audience est compliquée, mais pour toutes les personnes qui sont dans un box, dans le box des accusés. Vous êtes épié, on vous regarde votre comportement, on tente de trouver une culpabilité dans le moindre geste. Donc évidemment que Sylvain Schrute n'est pas à l'aise. Il a beaucoup maigri et je peux comprendre, ça doit pas être facile d'être dans le box des accusés, mais il fait la pauvre victime en fait. Hein. Sur le banc des parties civiles, la famille Pelletier attend des réponses. Que je me souviens surtout, c'est le désespoir dans les yeux de la fille aînée de Ghislaine. Oui. D'un côté, il y a sa maman qui est morte et assassinée. Et de l'autre côté, c'est le père de sa fille qui est accusé. Hein. Donc, elle se trouve dans une situation très compliquée, déjà même en tant que partie civile, quoi. Ah oui, ça n'a pas été facile pour elle. Hein. Dès le premier jour, la personnalité de Sylvain Schrute passe mal. Le procès pour Sylvain Schrute a dû être une épreuve parce qu'il est il est passé pour un imposteur. Dans le procès, il est apparu vraiment moralisateur. Il avait beaucoup de conseils pour ses amis. Il leur disait comment se comporter, alors que lui, il ne les appliquait pas. Il apparaît en complet décalage avec les principes qu'il prône, qu'il met en avant. D'abord, je crois surtout qu'il s'est mal présenté. Il est arrivé brut de décoffrage, il a été arrogant, il a été méchant, hargneux, il se mettait facilement en colère, il était vraiment infect. Au troisième jour, Emeline est appelée à la barre. Son témoignage est difficile, pour ne pas dire douloureux. Hein. Elle est très jeune, Emeline, elle dépose devant une cour sur des choses très intimes, avec ses sentiments de honte, de culpabilité qui ressortent. Et Sylvain Schrute conteste, fidèle à lui-même. Il dit que c'est moi en fait qui l'ai chauffé et qu'il n'a pas résisté à mes avances. Mais comme cette version des faits, ils n'ont pas convaincu beaucoup de monde, parce que lui, il en avait 45 et moi 16. L'avocate générale ne lâche pas Schrute. Elle pointe toutes ses incohérences. Au dernier jour du procès, il n'a guère convaincu. Juste avant le réquisitoire, la parole est aux parties civiles. La fille aînée de Ghislaine s'avance, la première à la barre. La compagne de Schrute nous dit qu'elle ne croit pas du tout qu'il soit coupable. Elle n'y croit plus parce que ce n'est pas, d'après elle, le genre d'homme à se livrer des extrémités pareilles et à aller jusqu'au meurtre. Voilà, ça c'est ce qu'elle dit. Il y a un froid glacial qui s'abat sur la cour d'assises. Sur le banc des parties civiles, c'est la stupéfaction. Estelle et Emeline ne comprennent pas le revirement de leur sœur. Pour elles, il n'y a pas de doute. Sylvain Schrute est coupable. Et c'est bien l'avis de l'avocate générale qui demande au juré de condamner Sylvain Schrute pour assassinat et réclame 25 ans de prison. Pour les avocats de la défense, la tâche est compliquée. Mon job, c'est de dire au juré qu'il faut avoir beaucoup de courage
pour dire qu'on ne sait pas si un homme est coupable ou non. On veut condamner Sylvain Schrute à cause de son attitude à l'audience, à cause de son attitude en garde à vue, à cause, en réalité, de sa personnalité qui est bizarre. Après 3 heures de délibéré, c'est le verdict. 18 ans de prison. Il n'y a pas de cri de joie, hein, parce que voir son ex-gendre ou ex-beau-frère reconnu coupable d'assassinat, il n'y a pas de quoi se réjouir. Maître Bonnat, Sylvain Schrute est condamné à 18 ans contre les 25 ans demandés. C'est une victoire quand même pour vous. Non, c'est pas une victoire parce qu'on plaide un acquittement. On plaide un acquittement et on sort de la cour d'assises avec une peine de 18 années de réclusion criminelle. C'est pas rien quand on croit en l'innocence d'un homme. Et comment il réagit, votre client? Il est abattu et je crois que pour la première fois, il montre véritablement de la colère. Il va avoir un geste de violence dans son box. Il va tendre le bras comme ça et voilà. Mais il s'exprime pas beaucoup. Hein. Il fait appel, votre client? Bien sûr. Vous l'encouragez à le faire? Moi, je me borne à l'informer de la réalité de sa situation pénale en lui indiquant que la cour d'assises d'appel peut confirmer sa culpabilité, réformer la peine dans le sens d'une diminution ou d'une aggravation et évidemment également l'acquitter. Le procès en appel débute le 28 septembre 2015 devant la cour d'assises de Besançon. Dans le box des accusés, c'est un Sylvain Schrute très différent qui se présente au juré. Il a compris que son comportement l'avait desservi. Donc il fait attention. Il fait attention à ne pas s'énerver et surtout, la seule chose qu'il a appris de ses conseils en cour d'appel, c'est d'écouter les questions et d'essayer d'y répondre. Il est très clair, des réponses très courtes, très précises, très structurées. Dans le deuxième procès, il a compris qu'il fallait admettre certaines petites choses, que ça le rendait plus crédible d'admettre une partie. Sylvain Schrute revient ainsi sur sa relation avec Emeline. Il reconnaît qu'elle ne l'a jamais dragué, que c'est lui qui était pressant avec elle. Quand Emeline revient à la barre, les avocats de la défense en profitent pour la cuisiner un peu. Qui pouvait être au courant de son idylle avec Sylvain Schrute? Emeline confirme la seule chose qu'elle dit dans le sens de la défense, qu'elle n'en a parlé à strictement personne. Et que ni sa mère, ni ses sœurs, ni ses propres amis n'étaient au courant de cette relation. Tuer Ghislaine Leclerc pour la faire taire parce qu'elle savait, c'est le mobile directeur de toute l'enquête qui est faite dans le dossier d'instruction. Le problème, c'est qu'au bout de 3 jours d'assises, il n'y a plus de mobile. Et pour mettre définitivement à bas ce mobile, la défense adopte une nouvelle stratégie. On va attaquer très sévèrement l'ex-mari de Ghislaine Leclerc en émettant l'hypothèse qu'il a pu être le commanditaire du meurtre de Ghislaine Leclerc. Et le mobile, là, est très apparent, très parlant. Hein, à qui profite le crime? Je suis désolé, mais ce garçon qui n'avait rien se retrouve avec une belle villa à Djerba, un bon métier en France, et puis une superbe fiancée en Tunisie. C'est pas commun. Il avait un vrai intérêt à se débarrasser de Mme Leclerc. Je dis pas qu'il l'a fait. L'avocate générale n'est pas convaincue. Elle demande donc au juré de confirmer la peine de la cour d'assises de Mâcon, 18 ans de prison. Les jurés se retirent pour délibérer. Sylvain Schrute n'a pas clamé son innocence, n'a pas crié son innocence. Et donc, effectivement, au moment du délibéré, avec une très grande angoisse, si vous voulez. La cour revient au bout de 3 heures. C'est l'acquittement. On met un certain temps à réaliser. Clairement, nous ne nous y attendions pas. Ouais.
Acquitté, c'est un mot qui résonne lourdement sur le banc des partis civils, non? Oui, c'est un mot affreux. C'est un anéantissement total. On ne peut pas y croire. La même incrédulité que quand on m'a appris la mort de maman. C'est pas possible. C'est juste pas possible. Deuxième effondrement, quand on nous apprend que le dossier est clos, que ça continue pas, que c'est terminé. On acquitte un homme et on recherche pas le coupable. Vous ne pouvez pas faire réouvrir le dossier? On ne peut pas faire réouvrir le dossier sans nouvel élément, absolument. Et comment vous avez vécu ce procès? Pour moi, la justice m'a tué maman, une deuxième fois. J'ai l'impression de repartir de zéro après ce procès, de me rejeter dans le deuil comme si elle venait d'être assassinée. Et une sensation d'injustice totale. Quelle empreinte cette affaire a-t-elle laissée sur vos vies? Il y a un énorme trou en moi. Il y a une part de moi qui est morte avec maman et qui ne reviendra jamais. Comment ça se passe maintenant dans la famille avec vos sœurs? On travaille beaucoup pour rester unis, même si c'est pas toujours évident entre ma grande sœur et moi. On arrive à se disputer sur d'autres choses pour pas se disputer à ce sujet-là, mais on s'aime énormément. Après, c'est sûr que ça nous a beaucoup fait de mal. Il a vraiment fait beaucoup de mal à notre famille. Sylvain Schrute a donc passé plus de 3 ans de sa vie en prison pour un crime dont la justice a fini par le blanchir. Des années pour lesquelles il devrait être indemnisé.